Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Psy du Boulot et aujourd'hui on va voir comment rebondir lors de l'arrêt de travail suite à un épuisement professionnel ou un burn-out et on voit ça maintenant. Alors vous vous situez peut-être comme de nombreuses personnes en arrêt de travail suite à un épuisement professionnel ou suite à un burn-out et probablement que dans ce cas-là vous avez en fait lutté pendant plusieurs mois voire plusieurs années pour essayer de faire tenir en fait la situation de travail dans les conditions de travail que vous aviez. Donc quand on dit faire tenir, c'est-à-dire on a un espèce d'état d'esprit à essayer de faire tenir la situation, de faire le plus de choses possible pour que ça fonctionne malgré les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et donc cet état d'esprit de lutte en fait pour faire tenir les choses vous emmène à certains symptômes parce qu'à un moment donné, le corps et le psychisme disent stop. Avec des symptômes de stress et de fatigue chronique, d'épuisement émotionnel, de problèmes de concentration d'attention, ou de mettre plus de temps pour prendre des décisions. Donc ça, c'est cette espèce de difficulté un peu cognitive. Parfois aussi, on peut arriver à une estime de soi qui est un petit peu en berne suite à toute cette lutte en fait qui finalement ne fonctionne pas puisque finalement la situation reste avec ses conditions de travail et reste délétère et n'évolue pas forcément malgré tous les efforts que vous pouvez faire. Donc peut-être que voilà, vous êtes dans cette situation d'arrêt de travail et ça n'est pas du tout une période facile en fait à vivre peut-être. En tout cas, ça l'est pas pour beaucoup de personnes parce que c'est une situation où vous pouvez avoir tout plein d'émotions à ce moment-là ou alors être un peu détaché de tout. Donc aujourd'hui, on va voir les 4 étapes qui peuvent aider en fait à rebondir par rapport à cet épuisement-là pendant l'arrêt de travail. Parce que pendant l'arrêt de travail, c'est pas parce que c'est arrêt de travail que du coup, on ne fait rien, c'est l'immobilité totale et on n'est pas en mouvement. Non, le mot est très mal choisi en fait. Elle a bien trouvé ma blagounette, hein. Alors, la première chose à faire, c'est récupérer vos ressources. Parce que là, vous vous êtes épuisé pendant plusieurs mois, plusieurs années, à essayer de faire tenir les choses dans votre situation de travail. Peut-être que vous avez fait face à de l'intensité au niveau de la charge de travail, donc une charge de travail qui augmente, avec des moyens qui, en fonction des objectifs qu'on vous donne, ne sont pas du tout adéquats. Peut-être des problèmes de formation, on vous demande de faire des tâches pour lesquelles vous n'avez pas été formé, ou alors si vous êtes manager ou chef d'équipe ou responsable, vous avez eu des personnes que vous avez recrutées ou qu'on a recrutées pour vous, mais qui n'avaient pas les compétences nécessaires, donc ça demandait beaucoup en fait à tutorer ou à accompagner. Peut-être que vous n'avez pas eu de soutien social et quand vous remontiez des difficultés, à part ma porte est ouverte, il n'y avait pas forcément plus de réponses que ça. Alors, on sait très bien d'avoir une porte ouverte vers laquelle aller. Maintenant, c'est pas suffisant. Ce qu'on appelle voilà, le soutien vraiment managérial ou le soutien d'ailleurs des collègues, ça va être vraiment, on a une difficulté et puis on essaye de prioriser s'il y a besoin, de faire des compromis, voilà, d'essayer de modifier la situation. Non mais Cathy, tu vas nous embaucher des gens là. Non mais tu crois quoi là? Faudrait peut-être que tu bosses un peu plus là avant que je recrute là, hein? Donc peut-être que vous n'avez pas eu de soutien là. Peut-être que vous avez eu des conflits de valeurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que vos valeurs sont maintenant celles que l'entreprise a désormais. Peut-être que ces valeurs-là, elles ont évolué avec le temps. Peut-être que ce qui est regardé par l'entreprise n'a plus vraiment de sens en fait pour vous. Et donc là, vous vivez ce qu'on peut appeler un conflit de valeurs par rapport à ce que vous mettez au travail, c'est-à-dire le sens que vous mettez au travail, les valeurs que vous mettez au travail, ce à quoi vous êtes attaché en fait au travail. Donc ça peut amener effectivement à, par exemple, un conflit de valeurs. Donc quand on a plusieurs facteurs de risque comme ça, qui se cumulent pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qu'on essaye de faire tenir au maximum les choses, effectivement, on peut se retrouver dans cette situation d'épuisement professionnel ou de burn-out. Il faut bien avoir en tête que ça ne concerne pas seulement une partie de la population, où il n'y a pas de caractéristiques
précise de sexe, de genre, d'âge, de fonction, de secteur d'activité pour faire un épuisement professionnel. Tout le monde peut être touché à partir du moment où il y a un investissement important au travail. Ça, c'est la caractéristique vraiment commune chez toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Donc voilà, il n'y a pas forcément de spécificité, vous n'êtes pas plus faible que quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, vous avez lutté probablement pendant trop de temps. Non mais après, peut-être que j'ai pas percuté que c'était moi la directrice de l'entreprise, hein. Peut-être que ça m'est échappé. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de vous reposer. Parfois, les personnes, quand vous êtes en arrêt de travail, mais vous pouvez rester pendant 2 semaines, 3 semaines à dormir pour juste récupérer en fait. Et un rien peut être fatigant. Donc c'est très important de s'écouter et de se dire ça c'est une période en début d'arrêt de travail pour récupérer juste les ressources qui ont cramé en fait complètement. Donc ça, c'est vraiment très important que vous n'essayez pas de vous changer les idées ou de faire absolument des choses pour contrer cette espèce de mal-être que vous allez peut-être avoir en arrêt de travail. C'est vraiment, première étape, j'écoute mon corps et tant pis si effectivement je fais que dormir, voilà, c'est pas grave. En fait, ça sert à ça, c'est normal. Donc ça, c'est la première chose à bien écouter. La deuxième chose, c'est de prendre votre juste part. C'est-à-dire que lorsqu'on est en arrêt de travail, on peut vite culpabiliser par rapport aux collègues qui restent et qui, du coup, probablement, dans plusieurs situations de travail, vont prendre cette charge-là. On va leur demander de prendre cette charge-là. Ou en tout cas, que ça n'avancera pas forcément sur ce que vous ne ferez pas pendant que vous êtes en arrêt. Et ça peut donner un sentiment voilà, de culpabilité qui peut être important lors de la deuxième phase, en fait, après la récupération des ressources. On peut avoir ce sentiment-là de culpabilité et qui fait que parfois, lors de cette période-là, on a envie de reprendre parce qu'on a récupéré un petit peu, donc on va un tout petit peu mieux et on sent ce vide et cette culpabilité qui est là et donc on peut avoir envie de reprendre, mais trop vite. Donc, si effectivement vous êtes en épuisement professionnel, ou vous avez passé ce stade du burn-out, ce n'est pas 2 semaines de congé ou 2 semaines d'arrêt qui vont suffire en fait. Il faut faire attention à ne pas reprendre trop vite, justement parce qu'on a l'impression qu'on est moins fatigué et que on a ce sentiment de vide qu'il faut calfeutrer en allant en fait au travail. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Et de prendre la juste part, c'est-à-dire que dans la culpabilisation qu'on peut avoir, peut-être que effectivement vous êtes arrivé à cet épuisement professionnel parce qu'il y avait une dynamique individuelle particulière, parce que vous êtes trop perfectionniste, peut-être que vous avez le souci du détail, donc vous passez beaucoup de temps à faire des choses, peut-être que vous vous êtes surinvesti parce que vous vouliez prouver des choses dans l'entreprise. Peut-être qu'il y a cette dynamique individuelle-là et vous pouvez prendre la part de cette dynamique individuelle, mais certainement pas de prendre l'ensemble du gâteau. Donc le gâteau, il est constitué de raisons pour lesquelles vous arrivez dans cette situation, votre dynamique individuelle, mais aussi les facteurs de risque que j'ai énumérés tout à l'heure, c'est-à-dire la charge de travail importante, pas de soutien social, des conflits de valeurs, etc. Donc ça, c'est important dans le sentiment de culpabilité que vous pouvez avoir, de faire un peu le tri dans qu'est-ce qui relève de moi. Et ça, c'est pas forcément facile à faire pendant qu'on est en début d'arrêt de travail, mais qu'est-ce qui relève de moi et qu'est-ce qui relève en fait de l'organisation du travail et de l'entreprise. Parce que l'entreprise a des obligations en termes de santé et sécurité au travail et d'assurer l'intégrité psychique et physique des salariés. Donc, vous n'êtes pas coupable de l'ensemble de la situation et du gâteau. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Mais au fur et à mesure de l'arrêt, et si vous êtes effectivement accompagné, vous allez travailler là-dessus pour faire un peu ce tri-là. Surtout que pendant que vous êtes en arrêt de travail, il y a forcément des biais de pensée qui vont être très actifs. Donc, c'est un peu comme si vous étiez au musée
vous êtes devant la toile, devant la peinture dans le musée, et vous voyez ce petit détail, parce que vous êtes juste devant, en fait. Mais si vous faites quelques pas, en fait, en arrière, vous allez avoir l'ensemble de la situation qui se dégage. Mais quand on est fatigué, qu'on est dans cet état d'épuisement, qu'on est en arrêt, donc on culpabilise, etc., on a beaucoup de biais de pensée qui font qu'on peut voir beaucoup le négatif, on peut voir tout ce qu'on a mal fait, on peut voir tout ce qu'on aurait pu faire différemment, en fait, dans l'entreprise. Et ça, c'est important de bien avoir en tête que c'est pas parce que vous sentez une émotion et qu'elle est liée à des pensées que ces pensées sont forcément vraies. Les pensées, c'est de la production mentale, c'est des mots auxquels on donne du sens, mais on ne dit pas que c'est une réalité. Voilà. Mais par contre, on peut avoir l'impression que quand on a une émotion et qu'elle est liée à des pensées, bah, ces pensées sont vraies, en fait, et je reste collée, en fait, à mes pensées. Donc, ces pensées, bah, souvent, elles sont le fruit de biais dans la situation dans laquelle on se trouve quand on est en arrêt, parce que on peut avoir ce sentiment de décalage, de fatigue qui ne s'est pas encore résolu, et avoir du coup ces biais-là actifs. Troisième chose importante, c'est suite à la première étape qui est de récupérer des ressources, de sortir du sentiment de culpabilité trop important, mais c'est de faire aussi des activités. Alors parfois, pendant l'arrêt, on n'a pas vraiment envie de faire grand-chose. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui nous dit quoi que ce soit. On n'a pas envie de faire ci, on n'a pas envie de faire ça. Et du coup, on attend d'avoir envie de faire quelque chose. Et ça, c'est un peu le risque, c'est que pendant l'arrêt, on peut rentrer dans un petit cercle d'état un peu dépressif parce qu'on attend d'avoir envie. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se forcer à faire des choses, à refaire des activités que vous faisiez avant et que vous avez peut-être abandonné parce que justement le rapport au travail, la place du travail était si importante pendant votre période de lutte que du coup vous avez arrêté de faire ces activités-là. Et ça, c'est important de refaire ces activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui normalement vous font plaisir, même si ce n'est pas forcément le cas tout de suite. Mais c'est important de s'y remettre pour pouvoir aussi régénérer un petit peu les hormones, la dopamine, la sérotonine, voilà, tous ces neurotransmetteurs qui sont très importantes pour l'activité, pour cette sensation de plaisir et de bien-être mental. Donc ça, c'est très important de ne pas attendre d'avoir envie de faire quelque chose, de faire des activités qui vous plaisent, et au fur et à mesure, de récupérer un peu des paillettes dans les yeux. Voilà, c'est un peu l'objectif de l'arrêt. Là, vous n'êtes pas en arrêt pour une opération du genou. Donc, ça n'est pas physique au sens opération, intervention, ce genre de choses. Donc, nous, on ne cherche pas l'immobilisation. Voilà, on cherche des soins psychologiques. Et les soins psychologiques, c'est justement d'aller voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que vous avez envie de voir, de faire des activités qui vous plaisent, qui vous ressourcent, qui vous donnent du plaisir, en tout cas des émotions positives. C'est ça, les soins psychologiques. C'est pas l'immobilisation. Donc ça, c'est très important à bien avoir en tête. Je ne suis pas en arrêt pour une question physique, même si vous pouvez avoir de la fatigue physique par rapport à l'épuisement, mais l'objet n'est pas physique. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est psychologique. Donc, ce n'est pas l'immobilité qui est importante, sauf la première période de l'arrêt où là, il faut récupérer des ressources. Mais c'est vraiment de pouvoir profiter de l'arrêt pour renouer avec des activités qui me plaisent, avec des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, avec... ça peut être votre sœur, votre oncle, votre grand-mère, des amis, peu importe, mais que vous avez un peu mis de côté parce que la place du travail était importante. Oui, docteur. Je vous appelle parce que c'est pas précisé, je suis un peu perdue. Vous m'avez donné un arrêt. Oui, la psychologue me dit qu'il faut que je sorte. Alors, vous m'avez pas mis d'horaire libre. Alors, je sais pas, c'est ça, 10, 15 neurones qui peuvent aller se balader dehors? Parce que là, moi, je suis perdue. Non, mais parce que c'est pas précisé. La quatrième étape qui est importante, c'est vraiment une fois que vous avez récupéré des ressources, que vous êtes sorti du sentiment de culpabilité,
que vous avez recommencé à faire des activités, vous vous êtes rendu compte que ces activités-là, mais c'était important en fait pour vous, pour votre bien-être. Vous avez un peu remis les curseurs, on va dire, au bon endroit. Ce qui est important, c'est avant la reprise, de pouvoir travailler un petit peu sur les limites en fait que je mets maintenant moi dans le travail. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce que je ne fais plus? Qu'est-ce que je laisse de côté? Qu'est-ce que je délègue? Voilà, essayer de faire un petit peu ce travail-là, mais plutôt voilà, au fur et à mesure. Hein, c'est pas un travail qui est fait tout de suite au début de l'arrêt. Mais ça, c'est important parce que parfois, on va justement avoir cette tendance à lutter, à se surinvestir, parce qu'il y a des valeurs qu'on veut mettre dans le travail, qu'on va exercer de manière idéale. Donc, par exemple, j'ai un patient il n'y a pas très longtemps qui me dit moi, c'est important dans le travail, la solidarité. Parce que sinon, on est dans une société individualiste, ça n'a plus de sens, voilà. Et donc, pour lui, c'est très important d'être solidaire avec les collègues. Donc, ça veut dire pour lui que si les collègues ont besoin qu'il jette un œil sur les dossiers, ben, en fait, il va toujours dire oui. Voilà. Parce qu'il est solidaire et que c'est comme ça qu'il veut exercer sa valeur. Sauf que le problème, c'est que lui, sur ses dossiers à lui, il y a des deadlines à respecter. Et que pour respecter ces deadlines, il est obligé de prendre ce travail-là chez lui le week-end. Et donc, au fur et à mesure, ça va lui coûter ça. Ça va lui coûter en termes de fatigue, en termes de récupération, en termes de relation avec sa femme, par exemple. Et du coup, ça va lui coûter trop à un moment donné. Mais c'est pas noir ou blanc, le fait d'être solidaire au travail. Ça peut être, finalement, je vais être solidaire avec mes collègues, mais si j'ai pas de deadline. Si j'ai une deadline sur un dossier, je dirais non. Et c'est pas parce que je suis pas solidaire, mais c'est parce que moi aussi, j'ai aussi des choses à faire. Je ne suis pas Superman ou Superwoman, peu importe. Ma famille aussi a besoin que je sois là, présent. Et donc, même si j'ai la valeur de solidarité d'un côté, peut-être que j'ai la valeur famille qui, du coup, est mise en difficulté parce que, en fait, je veux atteindre de manière idéale cette valeur solidarité. Donc, il y a des compromis aussi à essayer de trouver. Mais ça, c'est pas forcément facile tout de suite à trouver parce que ça remet aussi en question des choses en soi qui ne sont pas forcément faciles à travailler en début d'arrêt où on est un peu dans le coltard, on est fatigué, etc. Ça, c'est vraiment cette quatrième étape pas vers la fin forcément de l'arrêt parce que ça peut commencer un petit peu avant, mais en tout cas, c'est pas au début de l'arrêt. Et ça, c'est très important parce que c'est parce que j'ai fait l'étape 3 qui est de refaire des activités, de me rendre compte de ce qui est important pour moi dans ma vie, qu'avec cette matière-là, je vais pouvoir définir des limites parce que finalement, je me suis rendu compte que faire mon sport, ça m'apportait énormément et que si je ne le fais pas, je me rends vraiment compte que j'arrive plus à y voir clair, par exemple, que ça améliore ma clarté d'esprit. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à prendre du temps à lire des histoires avec mes enfants et que jusque-là, en fait, quand j'arrivais, finalement, je lisais des histoires, mais j'avais juste besoin qu'ils s'endorment très vite tellement j'étais fatiguée. Et ça, j'ai plus envie de ça maintenant dans ma vie. Donc, je remets un peu les curseurs à zéro lorsque je vais reprendre le travail. Et ensuite, les limites, de toute façon, que vous vous mettez pendant l'arrêt, elles sont à tester pendant la reprise. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger aussi pendant la reprise. Voilà. Donc, on a vu les 4 étapes un petit peu de l'arrêt de travail lorsqu'il y a un épuisement professionnel ou un burn-out. C'est très important d'être accompagné lors de cette période-là parce que c'est pas du tout une période facile. Où on peut se sentir pris dans le sentiment de culpabilité, dans beaucoup de fatigue, dans beaucoup de doutes. On a les biais de pensée qui sont très très actifs. Les collègues et les managers ou l'entreprise ne prend pas forcément de nouvelles pendant l'arrêt. Donc on peut avoir ce sentiment d'isolement. On voit tout le monde qui est en train de faire son rythme de travail et soi-même on est dans l'inaction en quelque sorte, en tout cas c'est l'impression qu'on peut avoir. Et donc c'est important de ne pas rester isolé ou s'enfermer et ensuite rester dans un cercle où on a envie de rien faire. Donc si vous avez la possibilité d'être accompagné, de ne pas être isolé là où vous êtes,
C'est vraiment important de prendre cette perche-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aide dans cette période d'arrêt de travail pas forcément évidente. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la santé mentale au travail, à vous abonner à la chaîne. Puis si jamais vous avez besoin voilà, d'accompagnement, vous pouvez me contacter directement dans les coordonnées qui sont dans la description.